je m'étais rendu compte qu'elle n'était pas trop pour le régime de Kiev et je lui dis, mais il y a combien de nationalistes, enfin non, pardon, de russophiles à Odessa? Elle me dit, ben écoute, avant 2014, on était la majorité. Euh, Après 2014, on était 40% parce que les gens fuient. Et il dit, maintenant, si tu en trouves 20% qui sont capables, enfin, il va en rester 10%, elle m'a dit, et encore, ils vont se la fermer. Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus. Savez-vous que l'Ukraine enrôle de force ses propres citoyens pour les envoyer au front? Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Et quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui était sur place pour en parler? C'est ce que m'a proposé David Van Emelric, que vous connaissez peut-être pour être le pilote à la banderole Destitution, qui brandit Destitution sur toutes les côtes françaises, surtout l'été. Ça fait souvent le buzz depuis plusieurs années. Et là, il m'a dit, Romain, moi j'ai vu sur place les barricades où les milices ou la police ou les militaires ukrainiens kidnapper presque, enfin c'est ce qu'on dit sur les réseaux, beaucoup de personnes utilisent le terme de kidnapping pour enrôler de force toute personne. On voit des courses-poursuites, là on voit les images actuellement, et des fois des scènes de courses-poursuites où les gens sont prêts à tout pour essayer de mettre de plus en plus d'Ukrainiens sur les lignes de front contre la Russie. Salut David, merci d'être avec nous, et qu'as-tu vu alors sur place? Bonjour Romain. Ouais, j'ai vu un truc un peu époustouflant. Et la première fois, c'était, je faisais un footing à Odessa. J'étais logé par une amie dont le mari vivait à la cave depuis le début de la guerre pour se cacher. Il se cachait pas des bombes, il se cachait de la milice, des agents de Zelensky qui rôdent dans les rues et qui peuvent attraper les hommes qui ont l'air en bonne santé. Et, euh, et donc, je faisais mon footing à Odessa ce matin-là, en me disant, moi, je suis libre, je suis français, mon pauvre ami, il reste dans sa cave depuis quelques mois, je peux au moins prendre soin de mon corps, même si c'est la guerre, justement, il faut pouvoir courir très vite parfois. Et bon. Et puis, une babouchka, une grand-mère avec son sac de courses, toute la pourrie idée, tout ça, et il m'arrête comme ça. Alors, je suis surpris parce que c'est pas souvent des grands-mères dans la rue comme ça qui veulent te parler. Et elle me dit, elle me prend par le bras, elle me dit, n'allez surtout pas par là, ils sont en place et ils enlèvent les hommes. Et donc, je savais de quoi elle parlait parce que c'est un peu le sujet. Quand tu vis chez quelqu'un qui se cache, tu lui demandes pourquoi il se cache. Donc, je savais qu'il y avait ces kidnappings. Et puis, j'étais très touché. J'étais très touché qu'on veuille me protéger. Parce que, si tu veux, j'ai pas une tête d'Ukrainien. Donc, elle s'est peut-être dit. Après, ce qu'il y a, c'est que l'Ukraine, c'est un ancien pays de l'Union soviétique. Donc, il y avait quand même des mélanges. Si tu as l'air d'être un gars du Caucase, tu as tout à fait ta place. Ou un gars de. Voilà. Et donc, j'avais l'air. Moi, j'ai un peu plus bronzé. Et elle m'arrête et elle me dit, voilà. Et après, je lui dis, je suis français. Elle me croyait pas trop. Parce que je parlais à peu près bien russe. Et, et, euh, et je lui dis, si, si, vous assurez-vous. Bon. Et alors, j'ai couru en direction ensuite du barrage, en petite foulée, avec le téléphone, et prêt à faire demi-tour à toute allure. Parce que c'est vrai que on ne sait jamais, quoi. Je veux dire, j'ai lu après sur un autre qu'ils embarquaient des gens, ils leur font une fausse nationalité ukrainienne, et ils les embarquent, et c'est parti pour l'armée. Et Alors, donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est des choses que tu as entendues, mais qui ne sont pas vérifiées pour l'instant. Mais c'est. non, c'est vérifié parce qu'il y a au moins un qui était même un Russe qui vivait en Ukraine et qui a, après, ils ont fait un procès à son centre de recrutement pour avoir fait l'identité fake qui a permis de l'envoyer au front. Parce que là, ça les arrangeait pas trop, parce qu'un Russe, potentiellement, ça peut devenir un espion. Donc, étant donné qu'il y a eu ce cas un peu caricatural, puis j'ai vu aussi des identités fake ou des identités ukrainiennes faites à la minute. J'avais vu mon premier voyage en Ukraine au début de la guerre, 3 jours après le début du conflit, enfin de l'opération. Euh, j'étais retenu au bureau d'un juge pour des histoires débiles de taxes sur une voiture. Alors, est-ce qu'ils essaient de me racketter? Je sais pas. Mais à un moment, j'ai vu une pile haute comme ça de passeports tout neufs, bleus, ukrainiens.
Et après, je me suis rappelé qu'il y avait dans un autre couloir euh, une trentaine d'Afghans qui attendaient. Et donc, ils le faisaient pour les mercenaires, des identités, des passeports ukrainiens à la minute. Ils le font potentiellement pour, dès qu'ils ont envie que quelqu'un soit un soldat contre son gré aussi. Donc, ce qui était choquant dans ce petit passage à Odessa avec un footing et puis qu'on me prévient, c'est que j'ai vu donc, de mes yeux la solidarité du peuple. euh, Parce que si la grand-mère, elle aurait voulu que l'armée de Zelensky elle soit plus grosse, elle m'aurait dit très bien qu'il aille se faire recruter, tu vois. Et j'ai vu aussi l'ambiance de terreur. Tu vois, elle était à ce point inquiète pour un inconnu qu'elle prenait le temps de me parler et de me le dire. Donc là, on est toujours à Et Odessa, c'est ça, en Ukraine. on est toujours à Odessa. Et en fait, j'ai appris que les Ukrainiens survivent aussi parce qu'ils sont très organisés, comme à l'époque, ou peut-être du Covid en France, j'ai pas vu, des nombreux groupes Telegram pour se dire en temps réel où sont les barrages qui enlèvent les gens. Et donc, ils se sont rendus compte que les barrages, ça marche pas beaucoup. Et donc, ils font des raids maintenant. Ils arrivent dans un endroit où il y a du monde et ils essaient d'embarquer les jeunes. Oh la Enfin, les vache. jeunes, les jeunes adultes. Parce que chez eux, c'est à partir de 25 ans. Euh, Ouais, et sur les réseaux, on euh, voit même, visiblement, il y a des personnes qui disent que certaines personnes dans la quarantaine qui normalement ne sont plus en âge d'aller au front sont quand même récupérées également. Ah mais non, la moyenne d'âge au front, elle est plutôt de la cinquantaine. Oh la Parce que vache. jusqu'à 60 ans, tu peux te faire recruter et qu'il y a eu très peu de natalité en Ukraine. Donc, le vivier de gens valides, ils ont entre 40 et 50 ans. Mais si le mec, il a 59 ans, ça pose pas de problème de le recruter. Et c'est pour ça que les Américains, quand ils étaient pro-guerre, ils étaient choqués. Ils disaient, mais pourquoi vous recrutez pas vos gars de 18 ans? Et le régime ukrainien, il voit, si on recrute les gars de 18 ans, on se met plein de jeunes mères à dos par rapport à se mettre des grands-mères à dos. Euh, et euh, on tue le vivier de gens qui sont potentiellement pour nous lors des élections. Voilà. Parce que la propagande, elle a marché beaucoup mieux sur les gens qui n'ont jamais connu comment c'était avant et qui n'ont jamais eu la liberté d'aller voir comment c'est de l'autre côté du mur, quoi. Et du coup, qui croient plus facilement à la propagande. Enfin bref, c'est une guerre civile parce euh, il y a une partie de la population qui est pour un camp, une autre partie qui est pour l'autre camp, mais ce qui est intéressant et dramatique, c'est que cette ligne de démarcation, elle passe à l'intérieur de familles. Euh, Ma professeure de ballet, en fait, je prenais des cours et parfois c'était la fille, parfois c'était la mère. Et ben, la fille, elle avait beau être russophone, elle croyait finalement tout ce qu'on voyait à la télévision. Et la mère, je savais qu'elle pensait tout le contraire, sauf qu'elle, elle disait rien. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un de la famille de la mère, euh, donc l'oncle. Et alors lui, j'étais surpris, c'était le début de la guerre, je donnais un peu, je les aidais, et il passait devant les drapeaux jaunes et bleus, et il disait bientôt ces torchons seront enlevés. Et si tu veux, on sait tous qu'il y a une partie de la population, entre 10 et 50% en fonction des endroits qui sont pro-russes, mais de le dire comme ça avec une violence, avec une haine pour le régime ukrainien, j'étais très surpris parce que il me connaissait pas. Et si j'avais fait partie euh, des collabos, entre guillemets, parce que un jour, je demandais à la mère, oui, mais tu pourrais pas me dire au courant des prochaines manifestations qui protestent contre tel truc du régime? Elle disait, mais vous êtes fous, n'y allez pas. Moi, j'ai une amie, ma voisine, qui est allée à une manifestation il y a 30 ans. Ils l'embêtent encore. Et l'autre jour, ils ont pris son mari pour aller le tabasser. Elle me disait ça, enfin, que les nationalistes, ils sont assez organisés pour maintenir un régime de terreur. Alors les nationalistes, donc là c'est quoi? C'est une forme de milice finalement, c'est même pas la police ni les militaires, de quoi on parle? C'est
c'est un mouvement, tout n'est pas forcément structuré, il y a de tout. Il y a des influenceurs en ligne qui sont carrément néo-nazis, il y a des groupuscules qui font des camps dans les bois à faire des sea trials et entraîner la jeunesse en disant un jour il faudra tuer les Russes qui viendront. Et ceux-là, ils se font des unités militaires, mais surtout, il ne faut pas les engager trop tôt. Ceux-là, c'est la garde. On va d'abord faire tuer les pro-russes, on va d'abord faire tuer le petit peuple. Mais nos jeunesse néo-nazis, il ne faut surtout pas les engager trop tôt. Donc il y a de tout, mais comme il y a cette impunité pour... par exemple, Poutine, il disait, je veux, enfin, on va devoir faire cette guerre parce que vous avez refusé d'enquêter sur euh, le, le meurtre par incendie de toute une maison quand à Odessa, en 2014, ils ont cramé des russophones qui étaient un petit peu énervés et qui s'étaient réfugiés dans une maison et qui étaient encerclés. Et il y avait des nationalistes et la police et ils ont cramé le building. Et tout le monde est mort. Et il y avait la police et il y avait les images. Et le lendemain, ça s'est su. La situation s'est brusquement embrasée à Odessa en Ukraine, au sens propre comme au sens figuré. 31 personnes ont perdu la vie dans un incendie criminel hier soir dans cette ville portuaire de la mer Noire, épargnée jusque-là par des violences meurtrières. Les victimes sont mortes des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone ou en sautant par les fenêtres, d'après le ministère ukrainien de l'Intérieur. C'est la maison des syndicats qui a pris feu, des militants pro-russes y étaient barricadés. Le feu s'est déclaré après des affrontements entre partisans de l'unité de l'Ukraine et des militants pro-russes, des affrontements qui ont fait 4 morts selon la police. La violence et le désordre ayant conduit à tant de morts et de blessures absurdes sont inacceptables, a déclaré la nuit dernière le département d'État américain. Il a estimé que ces événements à Odessa soulignaient de manière dramatique la nécessité d'une immédiate désescalade des tensions en Ukraine. Ces heurts ont débuté quand des centaines de pro-russes armés de battes de baseball et notamment de pistolets ont attaqué un défilé de partisans de Kiev. Cet embrasement meurtrier est survenu après le lancement de l'opération de l'armée ukrainienne contre les séparatistes pro-russes de Slaviansk. Des séparatistes qui ont abattu 2 hélicoptères hier. Cet ami me disait que surtout ne va pas à une manifestation parce que en dehors de se faire tabasser le jour même, ils se souviennent de toi pendant 30 ans et ils peuvent kidnapper ton mari, quelqu'un que tu aimes, etc., pour vous faire passer le message en venant le tabasser, avec impunité totale. Et au début, on n'y croit pas qu'il y a cette impunité de la part de la police pour les actions de terreur nationaliste. Mais finalement, Poutine, quand il a commencé l'intervention, plus exactement quand il a fait un ultimatum, il a rappelé qu'en 2014, à Odessa, 50 russophiles, qui étaient un peu désexcités quand même, s'étaient réfugiés dans une maison et avaient été cramés par la foule de nationalistes. Cramés au sens, ils ont mis le feu à la maison et ils ont empêché les gens de sortir. Et il y avait les télévisions et il y avait la police. Et il n'y a pas eu d'enquête. Et le régime a toujours dit, bah, grosso modo, si vous allez buter un nationaliste, enfin un russophile, eh ben, on fermera les yeux. Donc il y a cette ambiance de terreur. Si tu penses que sous la Russie, tu serais plus safe, eh bien, dire ce genre d'opinion, c'est extrêmement dangereux si tu peux pas partir le lendemain, si tu peux pas plier tes bagages. Et donc, ça fausse tout, ça fausse les sondages, parce que quelqu'un qui dit, mais même si je réponds avec un clic, si on va venir tabasser mon épouse parce que si je perds mon boulot, voilà, tu sais comment ça marche la répression. Il suffit de quelques exemples pour que le message passe de manière limpide. Et cet exemple crucial de 50 personnes qui ont cramé comme un acte presque sacrificiel païen, d'ailleurs les nationalistes et les néo-nazis là-bas, ils sont totalement païens, est-ce que ça marque les consciences pour longtemps. Donc, Poutine, il réclamait qu'il y ait une enquête et que les responsables soient jugés.
Mais les responsables, ce sont les soutiens principaux du régime de Zelensky. Donc, ils vont pas. C'était un peu dans cet ultimatum, on pouvait voir de la mauvaise foi, mais il y avait aussi d'un autre côté comment réconcilier un peuple. Vous imaginez si en Belgique, il y a des francophones et des néerlandophones, si les francophones, de temps en temps, ils se faisaient cramer dans une maison et qu'il n'y avait pas d'enquête de police, qu'est-ce que viendraient penser les francophones? On ne Et, pourrait pas faire vivre en paix. Et donc là, justement, là, cette anecdote, on peut renvoyer vers les travaux de la journaliste Anne-Laure Bonnel qui a beaucoup parlé de cet accident-là et qui, de cette, pas un accident, de ce massacre-là et qui effectivement, elle, cette journaliste française qui venait de médias traditionnels mainstream, avait été largement conspuée pour avoir dit ça alors que c'est un fait qui a été prouvé mais qui dérangeait un discours narratif que visiblement certains essayent de faire passer. Et ce qui est fou, c'est que quand on a eu, en 2023, quand Zelensky vient au Parlement européen, et ça n'était pas que la seule occasion, mais souvent Zelensky, finalement, c'est son propos de dire méfiez-vous du mode de vie russe qui est un mode de vie complètement totalitaire, etc. Là, ce que tu nous expliques, David, c'est que derrière, il y a aussi en Ukraine où il y a en tout cas en Ukraine un climat de terreur que toi tu as ressenti aussi sur place, vraiment dans la chair des gens qui y vivent. Oui, donc avant l'intensification du conflit, c'était plutôt à mots couverts. Je réalisais que ceux qui étaient contre le régime, quand même, ils se la fermaient. Voilà, j'avais réalisé ça. Euh, Après, un jour, j'ai posé une question à une amie qui était un peu plus capable de me parler parce que c'était une prof de tango qui est bi. Alors, il faut pas que je dise trop d'informations parce que sinon, tout de suite, on va la reconnaître. Euh, et, euh, et je m'étais rendu compte qu'elle n'était pas trop pour le régime de Kiev. Et je lui ai dit, mais il y a combien de nationalistes, enfin non, pardon, de russophiles à Odessa? Elle me dit, ben écoute, avant 2014, on était la majorité. Euh, Après 2014, on était 40%, parce que les gens fuient. Et il dit, maintenant, si tu en trouves 20% qui sont capables, enfin, il va en rester 10%, elle m'a dit, et encore, ils vont se la fermer. Et, euh, et donc, voilà, on a un régime. Est-ce qu'on peut parler de purification ethnique? Non, c'est pas ça. Ils vont pas vouloir tuer tout de suite quelqu'un qui est russophile. Ils vont vouloir qu'il se rééduque, qu'il se mette à parler ukrainien, y compris chez lui, et qu'il change d'avis. Qu'il pense vraiment que la Russie, c'est l'enfer. Et donc, l'Ukraine est un camp de rééducation où les lois passent de manière assez dure à chaque fois pour sanctionner euh, toute opinion pro-russe. Donc ça passe par l'interdiction de partis politiques, mais ça passe aussi par, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, un raid de police pour aller arrêter quelqu'un qui avait fait un poème pour la paix. Tu sais, le raid avec les gars du GIGN, enfin l'équivalent, tu vois, les casques lourds, etc., et les images. Et si les images passent si les images sortent, ça veut dire que c'est fait pour l'exemple. C'est pas juste ce gars-là, on va le Hmm. sanctionner. C'est on assume ce régime de terreur. Imaginez si on avait eu des images qui suivent les policiers qui viennent arrêter les blogueurs qui ont dit quelque chose de mal sur Brigitte. Non, le message était un peu plus subtil. On en arrête 34. En France, hein, je parle de la répression par Macron. On en arrête 34. On espère qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils se taisent. Mais cette information, elle va rester un peu confidentielle dans les milieux qui savent, voilà, dans les milieux de résistance. Mais si c'était passé sur le 20h de TF1 euh, et que avec des journalistes qui approuvent, alors, dans ce cas-là, le message à la population, c'est fermez-la. Même un poème pour la paix, si vous le dites en public, on viendra vous chercher, on viendra vous traquer. Ce qui est fou en France, c'est qu'il y a une forte incitation du gouvernement et de l'Union européenne presque à devenir pro-ukrainien. Nous, à Nexus, on n'est ni pro-russe ni pro-ukrainien. On s'intéresse à ce que vivent les populations. Mais là, effectivement, on ne voit pas ces images-là, de celles dont tu parles là, celles qu'on vient d'afficher à l'écran, qu'on s'était envoyé entre-temps, où on se montrait ces images, où on voit ces enrôlements forcés. On ne voit pas ces images-là dans les médias français. Quel regard, toi, tu as sur le traitement de l'information sur ce sujet en France, toi qui as été sur place? Mais il y a une énorme hypocrisie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pro-ukrainien, pro-russe?
En ce qui me concerne, moi j'aime les populations. J'adore les Ukrainiens, j'aime beaucoup les Russes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en ce moment il y a un régime qui occupe Kiev, qui refuse les élections et qui maltraite sa population. Et les médias occidentaux prennent les informations qui plaisent à ce régime et qui vont uniquement dans son sens. Et ils cachent complètement la répression qui existe en Ukraine, qui avait été documentée il y a une décennie, quand la censure n'était pas encore aussi forte, mais qui s'est beaucoup renforcée depuis la guerre. Et donc, euh, c'est un lavage de cerveau qui a lieu en Occident de manière organisée, systématique, avec une saturation du même discours, euh, dans le but que la population accepte des milliards, des milliards, des milliards qui partent vers l'Ukraine. Alors, comme Elon Musk a fait son enquête, il y a une partie de ces milliards peut-être qui reviennent en Europe pour subventionner le parti au pouvoir. Bon, c'est des mécanismes de corruption, de retour d'ascenseur assez classiques, mais il n'y a pas forcément besoin que ce soit illégal, parce que rien que le fait de forcer, on vous donne des milliards, mais il faut acheter chez nous, chez Thales, chez nous, c'est une forme, parce qu'après, on peut s'entendre avec Thales aussi. La corruption, elle peut être cachée à beaucoup, beaucoup d'endroits. On voudrait juste montrer, enfin, que les Français comprennent bien ce que ça veut dire qu'un régime qui peut vous envoyer à la mort en un claquement de doigts. Euh, le recrutement de force, ça veut dire euh, que si tu dis quelque chose qui déplaît au régime, pas forcément sur la guerre d'ailleurs, que tu dis par exemple que Zelensky est un clown, euh, eh bien, on change la liste et on va venir te chercher, toi en priorité, pour t'envoyer au front. Et on va se débrouiller pour que tu sois dans une unité d'assaut chargée de récupérer le petit village là-bas que les Russes ont déjà pris. Voilà. Donc on t'envoie au suicide. Voilà. C'est tout simple. Et les Ukrainiens, ils sont pas bêtes. Et quand ils voient leurs cousins qui reviennent pas ou qui reviennent avec deux jambes en moins, le message il passe très vite. Donc il y a eu une vague de volontaires au début de la guerre euh, surtout pour les unités locales qui promettaient de défendre que le village. TRO, c'est défense territoriale. Et de manière assez célèbre, au bout de quelques mois, ils ont changé, ils ont dit, bon ben voilà, vous n'êtes pas les troupes d'élite, les défenses territoriales, mais on va vous envoyer défendre telle autre section du front. Voilà, vous étiez à 500 km du front, vous aviez signé pour rester dans une unité locale, on va vous envoyer à Bakhmut parce que c'est tranquille. Et puis trois semaines après, Bakhmut, c'est plus du tout tranquille. Enfin bref, c'est pour ça que les Ukrainiens se sont plaints assez vite que c'était de la chair à canon. Euh, il y a eu des unités, enfin des vidéos assez célèbres, je ne sais pas si vous les avez vues, où les Ukrainiens, dans une ambiance un peu soviétique, euh, faisaient un syndicat de soldats et ils disaient, nous, on n'a rien contre partir au front et se battre, mais quand même, c'était pas notre contrat, on avait signé pour autre chose, et du coup, on n'est même pas entraîné, et on n'a pas les armes, et on n'a pas si, voilà. Ми військовослужбовці 1-ї, 2-ї та 3-ї роти 2-го окремого стрілецького батальйону. На жаль, склалася ситуація, що наш наявний особовий склад вирішили утилізувати злочинним наказом, злочинною діяльністю у складі 68-ї бригади після довготривалого і безперервного виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення, а саме протягом 17 місяців на Запорізькому напрямку, без фізичного і морально-психологічного відновлення та доукомплектації особовим складом. Ми висловлюємо колективну недовіру до усього командування 68-ї бригади. Звертаємось до українського народу, підтримайте нас, тому що наше командування бригади доводить недостовірну інформацію, здійснює моральний тиск, заклики піти у СЗЧ. Видають направлення на ВЛК вже з дописом відмовник, що у свою чергу викликає предвзяте ставлення лікарів. Хоча статус відмовника ВСП, ДБР чи суд не призначав. Від військової служби чи виконань бойових завдань не відмовляємось, але після відновлення і не в складі 68-ї бригади. Просимо підтримки українського народу, бо ми пішли захищати нашу країну добровільно і не заслуговуємо такого відношення до себе. Et le régime tolérait ces vidéos
Parce que si tu es un soldat, tu as une forme d'impunité tant que tu vas quand même te battre. Ok. Ils veulent pas non plus que. Enfin, ils font attention au moral des troupes. Si c'est toute une unité qui s'insurge comme ça, et il faut pas faire un exemple en allant fusiller 200 soldats ukrainiens, ça ferait mal au moral. Donc, ils diminuent, ils disent voilà, on va vous entraîner, etc. Donc, où il y avait eu une mode, et cette mode, elle est un peu passée, probablement parce que tous les contestataires, ils se retrouvaient sur une ligne, ils se retrouvaient à un endroit où ils allaient mourir. Wow. Merci d'avoir pris le temps, David. C'était extrêmement intéressant d'avoir ton avis sur la situation là-bas. Quelque chose qu'on parle, c'est une situation sur laquelle on se penche très peu, et parce que notamment en France, on est peu renseigné dessus. Donc c'était important de faire cette vidéo aujourd'hui avec ton avis, toi qui étais là-bas sur place. Pendant combien de temps tu as passé à peu près en Ukraine Eh bien, je suis allé très souvent pendant les 3 ans qui ont abouti au conflit. Je vivais sur place Euh, je tenais à montrer mon passeport parce que si on, ça c'est les tampons d'entrée et de sortie du territoire ukrainien. Ah Il y en oui, a une dizaine par page. J'en wow. ai des pages et des pages et des pages. Et notamment, j'y suis retourné dès le début du conflit pour aider, je voulais faire une mission humanitaire pour la paix où j'apportais des chocolats aux enfants d'Ukraine. C'est comme ça que je me suis retrouvé, parce que j'étais le seul Français sur place à aider des journalistes euh, parce qu'ils avaient plus de voiture, ils avaient plus d'argent, ils avaient plus rien. Et j'ai fait interprète, chauffeur au début du conflit. Euh, et je suis retourné. Et vraiment, je disais rien en France sur ce qui se passait en Ukraine parce que j'avais ces attaches, comme tu as dit, familiales qui faisaient que j'avais envie d'y retourner et que je savais bien que si je disais le moindre mot en France, potentiellement, en Ukraine, je serais peut-être tabassé, arrêté ou pire. Et, Wow. euh, et ce qui est assez frappant, c'est que le jour où je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y a quand même les gens qui meurent au front, je prends mes risques. J'ai raconté cette histoire avec la grand-mère sur Twitter. J'ai juste fait un tweet où j'ai raconté ce qui se passait. Et immédiatement, il y a eu des macronistes qui étaient furieux que je raconte la vérité et qui ont dit, mais on va pas te lâcher et on va te dénoncer au SBU, les services secrets de Zelensky. Donc moi, j'avais prévu le coup et en fait, quand j'ai publié ce tweet, j'étais à 6 heures de passer la frontière. Donc la répression, elle n'est pas non plus instantanée. Et je suis sorti sain et sauf. Ensuite, j'ai attendu 1 an. Et puis, je me suis dit, je vais essayer parce qu'il faut quand même couvrir un peu ce qui se passe. Évidemment, j'ai beaucoup d'informations par mon réseau d'amis sur place. Mais je me disais, bon, c'est bon, tu as fait ta banderole destitution. Maintenant, est-ce que tu peux essayer d'aller sauver des vies? Eh ben, tant pis si tu passes des années dans les cachots de Zelensky, ça fera peut-être parler de la dictature. Donc, j'y suis Wow. allé. Et je suis allé en train parce que j'avais repéré que en voiture, les contrôles étaient plus corsés parce qu'ils essaient de te racketter. En train, il faut que le train il avance, donc c'est un peu plus réglo. Euh, et donc j'étais dans un train qui allait de la Pologne à l'Ukraine, et quelques kilomètres après la frontière, le train s'arrête et le contrôle commence. Et donc ça prend une demi-heure le temps qu'ils récupèrent tous les passeports et, euh, et aillent les vérifier. Et quand ils reviennent, là, je vois que c'était plus comme d'habitude le garde, enfin comment ça s'appelle, le garde de la douane quoi, qui te rend ton passeport. C'était une unité militaire de 5 mecs en tenue camouflage qui venaient et qui m'ont dit bah, vous descendez du train. Et là, je savais que ça allait mal se passer. Wow. Euh, donc, moi, je suis vivant. Quelque part, c'est pas plus mal. Je sais que maintenant, si je retourne, l'avertissement, il était clair. Je ressortirai pas vivant la prochaine fois. Et donc, voilà, si tu veux, c'est assez compréhensible qu'il y ait très peu de journalistes qui disent vraiment la vérité quand on te montre ce qu'on est capable de faire à la population. Ou par exemple, ce journaliste Gonzalo Lira, qui est mort emprisonné dans les cachots de Zelensky. Alors, il est mort officiellement de pneumonie, mais quelque part, si tu tombes malade alors que tu es un journaliste américain et que tu n'as pas de quoi être soigné et qu'on te laisse dans un cachot bien froid, c'est une autre forme de meurtre.
Et surtout, c'est vraiment c'est important de rappeler ça, puisque effectivement, le rôle enfin pas le rôle, mais la stratégie de l'Ukraine est de faire passer aujourd'hui la Russie pour un mode de vie démoniaque, des politiques complètement démoniaques, mais il faut se poser la question effectivement de ce qu'il y a en Ukraine aussi, donc c'était important que tu rappelles cela aujourd'hui. Tu voulais parler d'une initiative pour la paix? Est-ce que c'était celle que tu viens d'évoquer? Oui, moi je suis toujours sensible à tous ces gens qui meurent des deux côtés de la frontière. On me dit pourquoi tu parles pas des Russes. Ouais, j'ai pas dire que j'applaudis Poutine. La situation est complexe. Dans tous les cas, la paix sauve des vies. Et le travail que je peux faire, comme d'habitude, en dehors de réinformer, c'est aussi de motiver tous les résistants, tous les citoyens qui ont de bonnes idées. Et ce que j'observe, c'est qu'avec ce matraquage permanent pour la guerre, euh, ces tendances d'être pour l'Ukraine, entre guillemets, d'être pour la guerre, c'est viril, et il n'y a plus aucune réflexion approfondie que s'opposer à la folie collective, il faut aussi du courage, et normalement c'est sexy d'être pour la paix. Non seulement c'est un peu peace and love, faites l'amour, faites pas la guerre, mais normalement c'est aussi une position virile de non, on refuse les lobbies des armes, on refuse les profits faciles de l'oligarchie, et quitte à risquer sa sécurité, je suis 100% pour la paix. Et voilà, et donc pour rendre ça un peu sexy à nouveau, je vais faire j'aimerais faire ce que j'ai déjà fait, à savoir une belle banderole avec marqué la paix maintenant, ou peut-être en latin, ou peut-être pas en russe et pas en ukrainien, parce que ça prendrait parti. Je voudrais une langue un peu internationale, mais on m'a dit l'anglais, toujours l'anglais, non. Bon, voilà, on verra. Justement, j'invite tous les gens qui se tiendraient à une banderole pour la paix à participer à la réflexion avec moi. Et dès que j'aurai cette banderole pour la paix, faire un tour d'Europe en direction de la frontière ukrainienne et rassembler tous ces Français qui comprennent au fond de leur cœur enfin tous ces Européens qui comprennent au fond de leur cœur que la paix sauve des vies, que le dialogue évite la guerre, et donner une image positive à tout ça, parce que souvent on essaie de faire culpabiliser, ah vous êtes des tirs au flanc, vous auriez été du côté de Pétain, c'est des absurdités totales, parce qu'aujourd'hui il faut vraiment être courageux pour être pour la paix, et non seulement il faut être courageux, mais il faut avoir un cerveau bien structuré, et je voudrais, comme d'habitude, réencourager tous les résistants et aider à relancer tout ça. Voilà, je ne suis pas l'initiateur des mouvements pour la paix, il y en a déjà, mais cette initiative d'utiliser mes petits moyens qui sont quand même qui ont tendance à se voir. Voilà. Alors, Tu pourrais la moi faire j'aimerais pourrais la faire dans les deux langues. Sinon, au lieu de prendre parti, là, il n'y a que deux pays en guerre, donc tu peux la faire en ukrainien et en russe. Comme ça prend pas parti. Alors le mot paix, il s'écrit pareil dans les deux langues parce Ah que bon. l'ukrainien et le russe c'est quasiment pareil. Euh, et le mot paix, c'est mir, et ça se comprend pas trop dans les pays de l'Ouest. Alors jusqu'à présent, je penserais bien au mot latin pax, parce que c'est tellement proche de paix dans toutes les langues occidentales, que ce soit l'espagnol, l'italien, l'anglais, le français. Le latin pourrait servir de langue internationale. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que dans ce cas-là, c'est pax tibi, c'est les mêmes mots de Jésus quand il est ressuscité et qui dit à ses disciples qui ont peur, n'ayez pas peur, il dit paix soit avec vous. Cette salutation ancienne, Pax Tibi, ce qui est rigolo, c'est que le Tibi, euh, si on l'écrit d'une certaine manière, c'est exactement comme en ukrainien. Et c'est compréhensible par un russophone. Et donc, si le russophone ou l'ukrainophone, il comprend le mot Pax, il comprend le message aussi. Donc, pour l'instant, j'en suis là, dans ma réflexion. Mais après, le plus simple, c'est de faire une belle colombe et puis d'y aller, quoi. Complètement. Bravo pour toutes les initiatives pour la paix, effectivement, sont bonnes à transmettre et comme tu l'as évoqué un petit peu, effectivement, il y a le lobby des armes derrière parce que la paix est le cauchemar du marchand d'armes, comme diraient certains. Et effectivement, il faut se poser la question quand là, aujourd'hui, von der Leyen dans l'Union européenne ou Emmanuel Macron en France et tous les autres pays essaient de pousser en Europe les gouvernements à donner de plus en plus de milliards pour l'armement, pour la défense, mais posez-vous la question de quel lobby des armes s'enrichit derrière quand on donne autant à l'armée. Merci David d'avoir pris le temps et à bientôt et puis on espère beaucoup de bonnes énergies pour cette initiative pour la paix. Merci Romain. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Le magazine est en kiosque ou sur nexus.fr. Plus vous êtes d'abonnés au magazine, plus on peut tirer plus on peut faire de tirages en kiosque. Donc n'hésitez pas à nous soutenir.
À bientôt.